On démarre un peu en retard, mais vu les contraintes de sécurité pour pénétrer, je crois que c'est plus raisonnable que tout le monde ait eu le temps de passer à la sécurité. Bonjour à toutes et tous, au nom du Collège de France, bienvenue à cet hommage à notre grand ami Jean-Michel Béaco, qui nous manque toujours autant. Que cet hommage se déroule ici au Collège de France est une évidence, une nécessité, de par les liens très variés, nombreux, que Jean-Michel a tissés avec le Collège de France. Comme on atteste d'ailleurs la présence et les interventions de deux de mes collègues et néanmoins amis, suivant la formule consacrée, à savoir Stéphane Malat et Philippe Aghion. Bon, je note au passage qu'on a bien fait de les inviter, puisque Stéphane a eu la médaille d'or du CNRS depuis, et que Philippe Aghion a reçu le prix de la Banque de Suède pour les sciences économiques en l'honneur d'Alfred Nobel, communément appelé le prix Nobel d'économie. Philippe interviendra en Zoom à la fin de la séance. Donc, il était évident que nous devions honorer la mémoire de Jean-Michel ici au Collège de France. Et comme vous le verrez, il sera beaucoup question de l'ILB. Bon, ILB, c'est l'Institut Louis Bachelier, mais je pense que vous n'allez toujours qu'entendre les trois lettres ILB, donc dans toutes pratiquement les interventions qui vont suivre. En effet, la construction, le développement, le renouvellement permanent de cet institut a été la grande œuvre de Jean-Michel. Je dirais que c'est peut-être son deuxième grande œuvre, puisque la première, c'est évidemment la construction d'une très belle famille avec Christine. Mais le développement, la construction, le renouvellement permanent de l'ILB a été quelque chose à laquelle Jean-Michel a consacré toute son énergie, sa passion, son enthousiasme, sa vitesse de compréhension, d'analyse, etc., etc. Il a été absolument crucial, primordial pour le succès de cet institut. Alors, Jean-Michel a été absolument convaincu, persuadé que notre pays se devait d'avoir un institut de recherche portant sur la finance au sens large, avec en particulier tout l'apport d'approches quantitatives, c'est-à-dire les mathématiques appliquées, institut qui existe dans la plupart des autres disciplines, mais il n'y en avait pas en finance. Non seulement il en était convaincu, mais il a tout de suite compris que la bonne solution n'était pas de faire un institut de recherche comme il en existe beaucoup. Et il a tout de suite compris à quel point l'ILB pouvait être une solution, voire la solution adaptée aux besoins. En effet, un institut sans mur, avec un personnel permanent minimal, souple et adaptable, notamment à l'évolution rapide des enjeux, dans un cadre de partenariat systématique public-privé, collaborant avec toutes, et j'insiste sur toutes, les institutions académiques, et un fonctionnement en réseau, ou plus précisément en réseau de réseau. Vous le savez, toutes les grandes institutions académiques, on est ici au Collège de France, pas très loin il y a Ulm, on peut penser aussi à Polytechnique, à TSE, Dauphine, etc., ont toutes leurs fondations. Ces fondations sont évidemment très bien adaptées à ce que j'appellerais du mécénat pur. En revanche, en ce qui concerne du mécénat qu'on pourrait appeler collaboratif sur des enjeux de recherche, ça ne peut pas être l'apanage d'une seule institution académique au vu des enjeux qui ne cessent d'aller vers de plus en plus de complexité et qui ne cessent de mêler des disciplines extrêmement variées. Tout cela, Jean-Michel, à son habitude, l'a instantanément intuité et compris. Et le succès a suivi avec une véritable explosion du nombre de chaires à l'IHP. Je parle sous l'autorité de Mourad, une cinquantaine,
correct, hein, cher plus IDR. En termes de chercheurs qui sont impliqués dans des projets de l'ILB, c'est une évaluation auquel on se livrait régulièrement tous avec Jean-Michel Béaco. C'était de l'ordre de 500 probablement, peut-être même beaucoup plus. Donc ça, c'est un signe évidemment de succès. Mais également, il a compris, il a intuité qu'il fallait continuer d'innover, puisque déjà l'ILB était une construction innovante, mais il fallait continuer d'innover pour être toujours le plus près possible des enjeux du monde réel. Donc, cela va aussi bien par cette recherche constante de mouvement, d'innovation, tout en gardant, si possible, l'excellence, et de l'adaptation à de nouveaux thèmes, hein, les données, puis l'IA, la finance verte, la finance décentralisée. Tout ça, c'était la marque de fabrique de l'ILB, si vous me permettez, l'ILB par JMB. Et les initiatives, les innovations ont été multiples. Hein. Je pense d'abord à la création des initiatives de recherche à côté des chaires de recherche, les programmes pluridisciplinaires, grosso modo numérique plus finance verte, les data labs, le LabEx, des Equipex, et puis plus récemment les fondations abritées, Parc, puis Lagrange. On reparlera de ces différentes innovations par la suite. L'aventure continue. Cette aventure, qui a été impulsée par Jean-Michel Béaco, était évidemment une aventure collective, mais la présence, l'impulsion, la volonté, le dynamisme, l'efficacité de Jean-Michel pourrait faire craindre qu'est-ce qui se passe après, quand il n'est plus là. Eh bien, rassurez-vous, l'aventure continue. À mes côtés se trouve Marie Brière, qui a accepté, et c'est une grande chance pour nous tous, liés à l'ILB, de reprendre le flambeau. Avec elle, j'en suis sûr, comme le disait souvent Philippe Meyer, le futur ne manque pas d'avenir. Je lui passerai la parole dans quelques instants. Évidemment, inutile de reparler de tout ce qu'a représenté Jean-Michel pour moi, pour nous tous. Donc, un grand ami, une présence toujours chaleureuse, les grands éclats de rire. Et je voudrais juste conclure en remerciant quelques personnes, en particulier toutes les personnes qui ont organisé réellement cet événement, et en tout premier lieu, Samia Popins-Brisson, qui résout les problèmes même avant qu'ils n'apparaissent. Et surtout, je voudrais dire un grand merci à Christine Balaguer, qui a accepté de conclure cet après-midi. Christine qui a construit avec Jean-Michel une si belle famille, comme je le disais, sa première œuvre, son premier succès. Merci à toutes et tous de participer à cet hommage. Et sans plus tarder, la parole est au futur présent, puisqu'elle est déjà parmi nous. Marie. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, c'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes réunis aujourd'hui au Collège de France pour rendre hommage à un homme dont l'empreinte dépasse largement les frontières d'une discipline ou d'une institution. Jean-Michel Béaco a supporté une vision nouvelle de la recherche, tout en cultivant un remarquable esprit d'ouverture. Il a fait dialoguer les mathématiques, la finance, l'économie, les sciences sociales au sens large, l'intelligence artificielle et les grands enjeux sociétaux, avec une liberté qui était rare. À travers l'Institut Louis Bachelier et au-delà, il a contribué à bâtir des ponts entre théorie et application, entre champs scientifiques et acteurs économiques, entre générations de chercheurs. Son héritage est aujourd'hui concret et tangible. Ce sont des projets qui perdurent, des équipes qui réfléchissent, une communauté qui continue d'inventer des chemins nouveaux. La diversité des interventions que nous allons écouter aujourd'hui
illustre bien cette richesse et cette transversalité. De Jean-Michel Lasry à Nicole El-Karoui, de Stéphane Mala à Philippe Aghion, sans oublier Bertrand Badré, Nizar Touzi, Charles-Albert Lehal, Mourad Colli, Louis Bertucci et Christine Balaguer. Chacun, chacune, apportera un éclairage différent sur ce que Jean-Michel a semé. Des regards scientifiques, institutionnels et personnels qui, ensemble, font mieux comprendre l'ampleur de son apport. J'ai connu Jean-Michel en 2010, date à laquelle j'ai rejoint le conseil scientifique du Financial Risk International Forum, donc la conférence annuelle de l'ILB. Et en 2022, il m'a proposé de reprendre la direction du programme FAIR sur la digitalisation de la finance, après le départ à l'étranger de Charles-Albert Lehal. Je voudrais rendre hommage à l'homme qu'était Jean-Michel, incroyablement dynamique et curieux, toujours capable de nous surprendre. Il incarnait une vraie curiosité intellectuelle et un amour des sciences mis au service de problèmes concrets. Je souhaite ici, en toute humilité, de vous annoncer que j'ai l'honneur de prendre la succession de Jean-Michel en tant que directrice générale de l'ILB, et c'est pour moi une responsabilité profonde et un engagement. Poursuivre les objectifs et les projets qu'il a initiés, préserver l'esprit de rigueur et de curiosité qu'il a cultivé, et encourager ces dialogues interdisciplinaires qui étaient sa marque de fabrique. J'espère pouvoir faire vivre son héritage en appuyant sur nos équipes et sur la communauté qu'il a contribué à réunir. Et je voudrais remercier tout particulièrement André Lévy-Lang, président de l'ILB, nos partenaires et les équipes pour leur confiance et le formidable accueil qu'ils m'ont réservé. Enfin, je voudrais remercier très chaleureusement Pierre-Louis Lyons pour avoir organisé cette très belle demi-journée, ainsi que tous les intervenants pour leur présence. Un grand merci à nos amis, à nos partenaires, à vous tous d'être venus si nombreux. J'espère que ces échanges permettront d'éclairer et de nourrir notre réflexion collective sur l'avenir de l'ILB et en mémoire de Jean-Michel Béaco. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant passer la parole à André Lévy-Lang, Monsieur André Lévy-Lang, comme tu l'as rappelé, président du CA l'ILB, qui a beaucoup travaillé. Bonjour, j'ai un rôle très limité en tant que président fondateur non exécutif, de nouveau, qui consiste à présenter en un mot les intervenants successifs. Jean-Michel Lasry, Jean-Michel, ne t'en va pas parce qu'on vous invite à rester à la tribune. Jean-Michel Lasry est un mathématicien, un économiste et un ami et un partenaire depuis un demi-siècle, en ce qui me concerne. Il vous parlera de ses relations avec Jean-Michel. Un demi-siècle, ça remonte à la compagnie bancaire, à Paribas et à l'Institut Bachelier. Donc ce n'est pas nouveau et je le laisse vous parler de ses relations avec Jean-Michel, en signalant au passage qu'il travaille avec Pierre-Louis. Il a travaillé avec Pierre-Louis sur la théorie des jeux à champ moyen. Donc c'est un vrai mathématicien et en même temps un très bon économiste. Je te passe la parole. Merci André. Il m'appartient, on va beaucoup parler de l'ILB bien sûr, et de tout ce que Jean-Michel a fait à l'ILB. Il m'appartient de parler de Jean-Michel Béaco avant l'Institut Bachelier, qui a quand même représenté une partie importante de sa vie avant l'Institut Bachelier. Donc pour moi, comme pour beaucoup d'entre vous ici, Jean-Michel était un ami très cher, un ami rare, comme il en passe assez peu dans une vie. Parler aujourd'hui de sa vie professionnelle avant l'ILB, c'est pour moi parler des souvenirs d'une très longue amitié. Du plus loin que je me souvienne, nous étions amis. Pourtant, il est difficile de dire exactement quand cette amitié a commencé. Ça remonte sans doute à la fin des années 80, à la CAR, la Caisse autonome de refinancement, où Jean-Michel faisait partie de cette génération étonnante de jeunes chercheurs qui ont eu la chance d'inventer à cette époque-là la finance quantitative. Il y avait déjà, chez Jean-Michel, ce mélange rare de rigueur intellectuelle, de curiosité, d'ouverture aux autres, d'envie de convaincre et d'envie de transmettre.
Notre amitié s'est construite, non pas en un jour, mais au fil du temps, dans la proximité et dans le travail. Très concrètement, c'est dans la vie professionnelle que nous avons passé le plus de temps côte à côte. Des réunions de comités de direction, des projets communs, des réflexions stratégiques, des discussions parfois très longues, souvent intenses. C'était avec Jean-Michel Béaco, pour moi, une complicité permanente. Chacun connaissait les objectifs de l'autre, nous savions ce que l'autre essayait de faire avancer. Et dans les discussions internes, chacun pouvait aider l'autre, parfois sans même avoir besoin de se le dire. Il y avait une compréhension immédiate, une capacité à se lire l'un l'autre et à se soutenir dans un débat difficile. C'était une complicité qui était fondée sur deux choses très simples, mais qui sont pourtant très rares, qui étaient une confiance totale et surtout des valeurs partagées. Donc, ça a commencé plus sérieusement aux alentours de 2000. J'étais à l'époque directeur général adjoint de CPR, qui était un petit groupe bancaire agile et inventif. Et ça m'a donné la chance de proposer à Jean-Michel de me rejoindre pour développer les activités de crédit, plus exactement les activités de crédit les plus innovantes et les plus complexes. 2 ans plus tard, la CPR a été rachetée, absorbée par le Crédit Agricole, c'était une absorption amicale, par CACIB, qui s'appelait encore à l'époque Crédit Agricole Indo-Suez. Pour Jean-Michel et moi, cela signifiait un changement d'échelle. Tout désormais était à l'échelle du Crédit Agricole, donc c'était les marchés mondiaux, la banque d'investissement du Crédit Agricole avec son réseau international. Ce changement d'échelle, ces responsabilités considérablement élargies, c'était vaste, c'était exigeant, c'était complexe. Jean-Michel a été remarquable par son intelligence des situations complexes, par la solidité tranquille de ses décisions, par sa capacité à entraîner les autres, ses équipes et ses partenaires. Il a développé les activités existantes dans le domaine du crédit, dans les activités de marché, il a créé de nouvelles lignes, il a marqué durablement les domaines qui le passionnaient, qui étaient la titrisation et les dérivés de crédit, qui à l'époque étaient tout à fait à leur commencement. Il est devenu un des membres les plus écoutés du comité exécutif des marchés. Lorsqu'il parlait, on l'écoutait, et il parlait souvent parce qu'il aimait beaucoup faire bouger les choses. Alors plutôt que d'énumérer les réussites de Jean-Michel comme on pourrait le faire sur un curriculum vitae, je préfère vous raconter 2 histoires. Donc il y en a une très sérieuse, très technique, puis une un peu plus cocasse. La première histoire que je vais vous raconter, c'est pas une victoire, on ne faisait pas des deals à tous les coups, là le deal n'a pas marché, mais je vais vous le raconter quand même, parce que bon, il y a eu beaucoup de deals réussis, mais ce deal-là qu'on n'a pas réussi à faire, je le trouve vraiment très intéressant parce que ça dit beaucoup de comment se passait le métier de responsable dans les activités de marché. Alors, il s'agissait en l'occurrence de l'achat éventuel d'un très gros portefeuille de produits structurés qui appartenait à une grande compagnie de réassurance qui souhaitait vendre ce portefeuille. C'était un portefeuille d'une grande complexité, il était composé de plusieurs dizaines d'opérations. Toutes les opérations, chaque opération était d'une taille financière importante. Chaque opération était structurée, complexe. Elles étaient toutes de long terme. Elles comportaient des risques de crédit et toutes sortes d'autres risques financiers, mais aussi des risques industriels, des risques opérationnels, des risques commerciaux. Et toutes les opérations étaient très différentes et il y avait beaucoup de spécificités dans chacune des opérations. Donc pendant des semaines, nous avons multiplié les réunions techniques avec souvent un style épique pour tenter d'évaluer ces risques, pour les modéliser, mais aussi pour anticiper comment se passerait la gestion dynamique de ces opérations dans la durée en fonction des variations futures du contexte économique et financier. Très vite, il y a eu 2 visions qui se sont opposées, celle de Jean-Michel et moi avec nos équipes. Nous étions convaincus du potentiel de création de valeur de ce portefeuille. Nous pensions qu'il y avait un potentiel de création de valeur considérable. En face,
nous avions le département des risques, qui était dirigé par Bernard Cruz. Et je dois dire que Bernard Cruz est sans doute un des meilleurs directeurs du risque que j'ai jamais connu. Donc, dans ce type d'affrontement, il se joue beaucoup de choses. Bien sûr, il y a les chiffres et les modèles, qui sont d'une importance considérable, mais il y a aussi le courage, l'engagement personnel, et surtout la crédibilité de ceux qui devront assumer la gestion dynamique du portefeuille et les conséquences à long terme. Donc Jean-Michel défendait cette opération avec une énergie et une pugnacité et une endurance intellectuelle impressionnantes. Bernard Cruz, en face, a tenu sa position et il a fini par exercer son droit de veto. Pour Cruz, utiliser son droit de veto en tant que directeur des risques, c'était un peu risquer sa carrière après une telle position violente de veto. Le veto a été maintenu, Cruz n'a pas été viré. Bon, voilà, un deal que nous n'avons pas fait. Ce que je trouve intéressant, c'est la suite. C'est-à-dire que dans les 2 années qui ont suivi, tout s'est passé comme dans les modèles, c'est-à-dire que le portefeuille, visiblement, enfin vu de l'extérieur, puisqu'on ne l'avait pas acheté, mais le portefeuille rapportait énormément. Et c'est bien ce qu'on avait prévu. Donc on pouvait dire pendant les 2 années qui suivaient qu'on avait eu vraiment raison et Cruz tort. Mais ensuite, il y a eu la crise de 2008. Et là, je trouve, ce qui est très énigmatique dans les métiers du risque, c'est que personne ne peut vraiment dire avec certitude comment ça se serait passé pour ce portefeuille pendant cette période-là, avec les équipes qui étaient chargées de le gérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir d'avance, quand on est dans une crise hors norme, quand l'état du monde ne correspond à aucun des scénarios anticipés ex ante, comment on va se débrouiller pour gérer un portefeuille extrêmement complexe. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ne pas faire ce deal a été vraiment une erreur, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se serait passé pour cette équipe, pour notre équipe, pour l'équipe de Jean-Michel, en 2008 avec ce portefeuille. Voilà, cette histoire, je trouve, dit beaucoup sur la complexité réelle des métiers du risque, et des métiers donc de banque de marché notamment. En tout cas, ça montre que Jean-Michel avait un goût de la complexité, un courage dans le débat et un respect profond pour ceux qui tiennent des positions difficiles. Alors j'ai aussi des souvenirs avec Jean-Michel beaucoup plus cocasses, et donc je vais vous raconter un souvenir plus cocasse. Il y avait des séminaires de team building, c'était un truc, je ne sais pas si c'est encore à la mode, mais c'était très à la mode, et ça nous offrait parfois des situations très inattendues. Donc c'est des consultants qui avaient eu l'idée d'organiser 2 jours de team building. On était confinés, à l'époque on n'employait pas ce mot-là, mais on était confinés quelque part au centre de l'Espagne. Et les consultants avaient eu l'idée, brillante ou folle, je sais pas, je vous laisse juger, de nous confronter à un taureau dans une arène, un vrai taureau dans une vraie arène. Alors Jean-Michel s'est avancé, muni de sa cape de toréador, avec élégance, vivacité, panache, bravoure, peut-être même un peu trop de prise de risque. Moi, de mon côté, de façon assez saugrenue, je comptais sur mon poids, et je suis allé au contact de la bête, et j'ai compris que le poids n'était pas en ma faveur. Voilà, je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait faire des choses pareilles, mais bon, c'est ce qu'on nous a fait faire à l'époque. Voilà, mais voilà les 2 histoires que je voulais vous raconter. Mais, donc, à part ces réussites, à part le management et à part les opérations de marché, le souvenir le plus précieux que je garde de ces années, ce sont les amitiés. Jean-Michel croyait beaucoup aux jeunes, il croyait aux chercheurs, il croyait à la transmission. Et donc nous avons recruté, de façon un peu audacieuse, de jeunes chercheurs mathématiciens, tout juste sortis de leur thèse. C'était un pari risqué, car comment savoir si ces brillants théoriciens pourraient s'adapter à la culture professionnelle des activités de marché. Mais personne ne savait, comme Jean-Michel, accueillir ces jeunes chercheurs, les acclimater et leur donner confiance. Et du coup, ces jeunes intellectuels pouvaient déployer toute leur intelligence, toute leur fraîcheur d'esprit et insuffler dynamisme et innovation dans les équipes. Ce goût des passerelles et ce goût pour la transmission n'a jamais quitté Jean-Michel.
Et donc, quand il est devenu directeur général de l'Institut Louis Bachelier, il a trouvé un lieu où tout ce qui comptait pour lui pouvait se rejoindre. La recherche, l'exigence intellectuelle, les jeunes chercheurs, le temps long, l'enseignement. Il croyait profondément à l'accompagnement, à la confiance, à la responsabilité des générations envers les suivantes. Donc Jean-Michel continuera de vivre à travers les projets, comme l'a dit Pierre-Louis, à travers les projets qu'il a lancés, les orientations qu'il a données, les structures qu'il a créées et l'esprit qu'il a insufflé à l'ILB. Grâce à André et à Marie, grâce aux responsables et aux équipes, grâce aux chercheurs, grâce à nos partenaires, la succession est aujourd'hui en place. L'Institut Louis Bachelier poursuit sa route et cette continuité est sans doute un des plus beaux hommages que l'on puisse rendre à Jean-Michel. La disparition de Jean-Michel nous a tous foudroyés. Nous avons perdu un ami lumineux, un compagnon de route, un passeur entre les mondes. Je veux ajouter une note plus personnelle. Dans l'épreuve la plus dure de ma vie, Jean-Michel était là, simplement là, et sa présence et son écoute m'a aidé à rester debout. Jean-Michel avait gardé l'élan de la jeunesse, la vivacité sans l'impatience, l'humour sans la cruauté, la chaleur. Il nous a rappelé qu'on peut réussir sans cesser de transmettre, qu'on peut être pleinement dans l'action tout en restant profondément humain, qu'on peut aimer la vie sans oublier d'aimer les autres. Avec lui, chaque rencontre devenait un petit miracle du quotidien. On aurait juré qu'il y avait là de la magie, mais la seule magie, c'est qu'il aimait les gens. Jean-Michel nous aimait et c'était magique. Merci. J'appelle Mourad Colli. Où est-il? Le voilà. Mourad, tu veux bien monter? Mourad Colli a été le collaborateur le plus proche de Jean-Michel pendant 8 ans. Je parle au passé parce qu'il était convenu avec Jean-Michel qu'il allait quitter fin 2025 pour créer sa propre entreprise, pour la suivre plutôt. Donc il le fait, mais il continue de nous conseiller pour l'instant. Mourad, à toi. Merci beaucoup André, merci Pierre-Louis, merci Samia aussi. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le manque d'habitude et c'est pour ça que je vais vous demander un peu d'indulgence. Nous sommes entourés d'éminents chercheurs, d'éminents orateurs qui ont l'habitude de transmettre sur scène. Jean-Michel avait ce talent aussi. Moi, comme tu l'as dit André, j'étais un collaborateur très proche de Jean-Michel. J'avais les cordons de la bourse de l'ILB. Donc, Jean-Michel était quelqu'un que j'aimais beaucoup et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, je vous remercie aussi pour votre présence. Jean-Michel m'a beaucoup marqué. J'ai partagé avec lui 7 ans et j'en ai tiré quelques leçons, de merveilleuses leçons qui sont un héritage pour moi et que j'aimerais partager avec vous parce que je pense qu'elles peuvent être utiles à chacun et chacune. On va revenir à l'essentiel, donc Jean-Michel. Moi, je vais vous parler de Jean-Michel à l'ILB, parce que je l'ai connu principalement à l'ILB, et de l'ILB de Jean-Michel, si je peux dire ça comme ça. Donc Jean-Michel était un homme, un leader. Un leader d'hommes, de femmes et de projets. Non, tu n'es pas d'accord, Nicole? Un peu moins pour les femmes. Bon, je te laisse responsable. Je te laisse responsable de tes paroles. Donc, moi, je vais vous parler de Jean-Michel en 3 leçons et un petit bonus que je laisserai à la fin pour vous garder en haleine. Avant de développer chaque point, on ne sait jamais, vous devez partir plus tôt ou vous endormir, j'en sais rien. Voici sans plus attendre les 3 merveilleuses leçons que Jean-Michel m'a appris. La première, pour ceux qui le connaissent, vous allez tout de suite avoir la référence. Un match de tennis n'est jamais terminé tant qu'on n'a pas joué la dernière balle du 5e set. Donc ça, c'est Jean-Michel. La deuxième leçon,
Même dans un sport individuel, le collectif est toujours déterminant pour gagner. Et enfin, les limites et les barrières sont celles qu'on s'impose à soi-même. Donc comme je vous ai dit, pour vous tenir un petit peu en haleine, il y aura un petit bonus. Donc vous allez devoir patienter. Pas beaucoup, je ne serai pas très lent, je vous rassure. Mais vous allez voir, ça en vaut la peine. Il faut bien que je vende un petit peu le truc. Donc la première leçon. Un match de tennis n'est jamais terminé tant qu'on n'a pas joué la dernière balle du 5e set. Donc ceux qui le connaissent savent probablement que Jean-Michel avait un rapport particulier à la compétition. La compétition un petit peu avec les autres, normal. Et la compétition pour gagner des concours et faire vivre des projets. C'est surtout là-dessus que je l'ai connu, parce que j'ai participé à 2 compétitions à ses côtés pour l'ILB. La première, nous avons gagné. Il y a Patrice dans la salle, donc nous avons gagné avec Patrice Fontaine un projet avec 8 millions d'euros pour la recherche à la clé. Donc ce n'était pas une petite bagatelle. Le deuxième, on l'a perdu. Et c'est sur celui-là que j'aimerais revenir un petit peu. Jean-Michel l'a évoqué un petit peu. C'est beaucoup plus révélateur de qui était notre Jean-Michel Béaco. Donc, l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR pour les intimes, a lancé un très grand projet baptisé Excellence. Très gros projet parce que très bien doté, plus de 250 millions d'euros. Donc ceux qui connaissent Jean-Michel, il arrive tout de suite, on y va et on doit gagner. Donc ça, il n'y avait pas d'alternative. Petit problème, il était réservé aux établissements d'enseignement supérieur. L'ILB a beaucoup de qualités, mais pas celle-là. Donc il nous fallait trouver un partenaire pour y aller avec nous. Donc là, naturellement, on se tourne vers nos partenaires naturels, les partenaires institutionnels, donc qui sont dans nos statuts, Polytechnique, Dauphine, l'ENSAE. Ils avaient déjà leur propre projet, ou n'étaient tout simplement pas intéressés, soit par l'ILB, soit par le concours lui-même. Dans beaucoup d'organisations, ça s'arrête ici, mais pas avec Jean-Michel. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance un brainstorming généralisé. Avec qui sommes-nous compatibles pour aller là-dessus? Et surtout, quels projets pouvons-nous construire pour être sûrs de gagner? Donc c'est ça, Jean-Michel. Là, je l'ai vu se démener comme rarement. Il prend son téléphone, il appelle tous les présidents d'établissements de France et de Navarre. Beaucoup de refus, jamais de lassitude, un peu d'agacement quand même, mais jamais de lassitude. Et on finit par convaincre un établissement assez improbable, parce que pour eux, un concours de l'ANR, avec les millions qui vont avec, c'était genre « why not ?» quoi. Donc les decks pour ne pas les citer. C'était le talent de Jean-Michel. Rendre l'improbable acceptable. La deuxième phase commence à l'heure. C'est là qu'on va rigoler un petit peu. Donc, il fallait réunir les talents pour faire ça. Donc Jean-Michel vraiment mouille la chemise. Il interviewe 25 chercheurs de l'ILB. Certains d'entre vous, vous êtes là déjà. Par exemple, j'imagine, si je me rappelle bien, Christine aussi, pour le projet Excellence. Il synthétise, il met en cohérence, il aide notre partenaire qui n'a pas l'habitude de ce genre de concours. Et nous sommes prêts à déposer moins de 24 heures, pour ne pas dire moins de 2 heures avant la fin, ce qui est assez confortable dans notre monde de la recherche. Et là, commence l'attente. L'attente avec Jean-Michel. Chaque matin, la même question. Pourquoi nous n'avons pas encore les résultats? Pourquoi nous n'avons pas encore les résultats? Comme si on pouvait y faire quelque chose, quoi. Ce suspense, pour lui, pour rester poli, était juste insoutenable, pour rester poli. Et puis, les résultats finissent par tomber. J'ai spoilé au début, donc pas de surprise. Nous ne sommes pas retenus. Silence.
Et là, sa colère légendaire. Je n'ai pas essayé de l'imiter parce que je suis un très mauvais imitateur, mais ça donne quelque chose du genre ce n'est pas possible, on était mieux que tous ces projets, c'est politique tout ça, c'est inacceptable. On sentait la frustration, mais jamais la résignation. Mais très vite, c'est Jean-Michel, c'est un atome, il se remet au mouvement. Il y aura une deuxième vague, on y retourne, et cette fois-ci, on va gagner. Notre partenaire, lui, qui, encore une fois, ce n'était pas du tout essentiel pour lui, nous a dit, ça s'arrête là. Jean-Michel, qu'est-ce qu'il fait? C'est reparti au charbon. Nouveau partenaire, projet amélioré, nouvelle soumission, échec. Jean-Michel, jamais laissé tomber. Jamais laissé tomber. Et donc là, il nous dit, on va trouver un guichet européen, on va trouver un guichet, le projet mérite d'exister. C'est ça, Jean-Michel. On joue chaque balle de tennis, d'un match de tennis, du premier échange jusqu'à la dernière balle du 5e set. Et la défaite n'est jamais une conclusion. Là où dans beaucoup d'organisations, les projets meurent prématurément, non faute de talent ou d'idées, mais par faute de persévérance. En conclusion de cette première partie, avec Jean-Michel, une idée, vivez tant qu'il restait une balle à jouer. On va passer à la deuxième partie, si vous voulez bien. Parce que pour lui, cette obstination n'avait de sens que si elle était collective. Donc c'est le deuxième point. Même dans un sport individuel, qu'il pratique par exemple le tennis, si j'ai bien compris, pour lui, le collectif est toujours déterminant. Le staff autour et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on ne voit pas justement. Bon, il y a 7 ans, je rejoins l'ILB et dès la deuxième semaine, je participe à mon premier conseil d'administration, dont certains membres éminents sont ici. Donc, je crois que c'est Jean-Michel qui l'a évoqué. L'Institut Louis Bachelier, c'est une association présidée par André, l'Institut Louis Bachelier, justement, et 2 fondations d'utilité publique, l'Institut Europlace de Finance et la Fondation du Risque. Donc, le conseil d'administration de ces 3 structures, comme disait Jean-Michel, c'était un conseil d'administration du CAC 40. Donc vous voyez un petit peu le baptême du feu. Mais ce n'était pas tout. C'était juste le premier étage de la fusée, si je peux dire comme ça. On regarde les instances scientifiques, les chercheurs, les professeurs, tous les collaborateurs, et là on se rend compte que l'édifice est immense. Et il me semble que c'est Jean-Hervé Lorenzi qui utilise cette expression. L'ILB est l'une des plus grandes universités d'Europe dans son domaine, les mathématiques financières. Donc c'est une combinaison impressionnante de talent, de culture et parfois, bien évidemment, d'ego. Selon vous, quel est le ciment d'un édifice aussi dense et aussi hétérogène? Parce qu'il faut réussir à dialoguer au petit déjeuner avec un PDG d'une grande banque, challenger un prix Nobel au déjeuner, faire éclater de rire un médaille Fields au goûter ou à l'apéro, comme vous voulez, et motiver le comptable de l'ILB avant de rentrer chez soi, prendre soin de sa famille. La réponse est évidente, c'était Jean-Michel. Il avait ce charisme tranquille qui rassemblait naturellement. Et surtout, il savait activer le collectif comme un véritable levier de décision et d'action. Vous vous souvenez du concours Excellence de l'ANR? Bon, j'en ai parlé à 3 minutes, donc si vous ne vous en souvenez pas, ça m'inquiète. Je suis passé un peu vite sur un point pourtant essentiel. La manière dont Jean-Michel a mobilisé l'intelligence collective de l'ILB. Objectivement, nous partions avec tout contre nous. Nous n'étions pas éligibles, aucun établissement partenaire ne voulait s'engager avec nous. Sur le papier, la conclusion semble évidente. Ce n'est pas pour nous. Mais là encore, ce n'est pas une option. La première chose qu'il ait faite, c'est d'activer nos instances. Il a mobilisé nos membres les plus influents pour obtenir les rendez-vous aux plus hautes instances de la recherche du pays. Tout simplement parce qu'il estimait que le projet devait exister et ce n'est pas parce qu'il y a une cage à cocher qui manque qu'il faut abandonner.
Ce fonctionnement n'avait rien d'exceptionnel. C'était la norme. Tous les lundis matins, Jean-Michel réunissait ce qu'il appelait son G12. Tous les sujets étaient mis sur la table. Rien n'était évité. Une feuille de route collective se dessinait, pas imposée, construite. Une petite anecdote. Un jour, je me rappelle, il faisait assez beau, donc on flânait un petit peu sur les marches du Palais Brongniart. Comment est-on arrivé à parler de processus de décision? Honnêtement, je ne sais pas, mais ce n'est pas le plus important. Je lui partage alors une phrase qui m'avait marqué quand j'avais encore 20 ans. Il ne faut pas passer trop de temps à essayer de prendre la bonne décision, mais déployer toute son énergie pour faire en sorte que nos décisions soient la bonne. Jean-Michel s'est arrêté, m'a regardé, puis très calmement il me répond: peut-être pour les petites décisions, mais pour les grandes, il faut prendre le temps de l'intelligence collective. Cette phrase dit tout de lui. Jean-Michel savait décider, mais surtout, il savait faire décider. Dans un monde de forte individualité, il avait compris que le collectif n'était pas un frein. En conclusion, c'était ce qui donnait de la solidité aux grandes décisions. Je ne sais pas combien je suis, mais je sais que vous trépignez d'impatience pour le bonus, mais une troisième petite partie, vous allez voir, c'est très révélateur de Jean-Michel. Les limites sont celles que l'on s'impose à soi-même. Il y a environ 6 ans, Huawei souhaite créer un grand centre de mathématiques appliquées. Paris est choisi pour accueillir ce projet. Pierre-Louis, Jean-Michel ne sont pas étrangers à cette décision. Naturellement, l'ILB paraissait être la maison la plus idéale pour ce projet. Sur le plan scientifique, intellectuel, humain, tout faisait sens. Sauf le contexte. Rappelez-vous, on était en plein Trump 1 et Huawei était, la bête noire. Donc toute collaboration avec Huawei, c'était, c'est chercher les ennuis, pour ne pas utiliser l'autre mot. Pour beaucoup, la conclusion était évidente. On s'éloigne, trop sensible, trop risqué. Jean-Michel, lui, raisonnait différemment. Il savait dissocier le bruit politique de l'intérêt pour la connaissance. Là où d'autres fuyaient, lui gardait le discernement. Huawei voulait créer une fondation, autant dire impossible dans le contexte. L'ILB peut faire tout simplement une fondation abritée. Sauf qu'on ne pouvait pas faire de fondation abritée à l'époque. Donc là, mon sentiment était, on va souffrir, parce que Jean-Michel va pousser comme un fou, la réglementation comme la pesanteur va nous faire du surplace, on va prendre cher, c'est ce qu'on s'était dit. Mais ce n'est pas tout, les risques étaient réels pour l'ILB. Risques juridiques, institutionnels, éventuellement perdre la reconnaissance d'utilité publique. Est-ce que ça arrête Jean-Michel, ce genre de choses? Bon, vous savez la réponse, un grand non. Au contraire, il a décidé d'y aller à fond, et surtout d'aller jusqu'au bout. Donc pendant 18 mois, je peux vous assurer que c'était vraiment pas un long fleuve tranquille. Tous les matins, Jean-Michel, on en est où? Comme il savait si bien le faire. Et nous, derrière, avec les équipes, dossier, réunion, aller-retour, dossier, aller-retour, dossier. Bref, pas très marrant tout ça. Puis enfin, nous avons obtenu ce que nous cherchions. Fantastique. Ironie de l'histoire, Huawei avait changé de stratégie. Il ne voulait plus de fondation. Mais c'est pas grave, l'essentiel est ailleurs. Pierre-Louis en a parlé parce que l'audace avait payé. Aujourd'hui, ILB dispose d'une véritable réussite. C'est la fondation PARC pour la recherche en finance verte, mais aussi de Lagrange qui réunit parmi les meilleurs mathématiciens au monde pour imaginer le futur. C'est ça Jean-Michel. Il ne niait jamais les contraintes, mais il refusait qu'elles deviennent des excuses. Pour illustrer cette leçon, une phrase de Churchill me vient naturellement. Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. L'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Jean-Michel était résolument optimiste et suffisamment libre pour aller là où personne n'osait. Bon, on y est.
Est-ce que vous serez récompensé pour votre patience? Un petit bonus. C'est ce qui va servir de conclusion. Je vais vous raconter mon dernier échange avec Jean-Michel. Avec le recul aujourd'hui, c'est un immense héritage dont il m'a fait cadeau. C'était le mardi précédent son tragique accident. Nous devions discuter de sujets confidentiels et sensibles. Rien d'inavouable, mais c'est le secret des affaires quand même, parce qu'on traitait des choses importantes. Comme souvent, on s'est dit, on va faire ça au café du coin, tranquillement. En marchant le long du couloir de l'ILB, pour ceux qui connaissent, donc celui qui mène aux ascenseurs, moi j'étais dans ma tête, à tourner ma langue pour ne pas me prendre la foudre. Jean-Michel s'arrête, me regarde, il me lance très sérieusement. Je suis sûr que tu es social-démocrate comme moi. Que répondre à ça? Spontanément, je lui dis, comme François Hollande? Et là, justement, il éclate de rire, effectivement. Il éclate de rire et il me dit, mais t'es con, toi, hein? Ou plus précisément, qu'est-ce qu'il est con, celui-là? Parlez de moi, hein, pas de François. Ou peut-être des deux, j'en sais rien. Et là, il me dit, plutôt Tony Blair. Tony Blair. Je lui réponds, armes de destruction massive, Irak. Il me fait, non, le volet économique. Et là, je dis, social-démocrate, Tony Blair, il était plus à droite que la droite française, hein, sur le plan économique, Jean-Michel. Ah, bon, laisse-moi t'expliquer, tu vas comprendre. Il sourit, puis il me dit, économiquement, je suis très libéral et je suis très favorable à la libre entreprise, comme toi. Je pense que ça se voit un peu. Mais j'ai pleinement conscience que dans chaque réussite, la chance joue un rôle immense. Et cette chance commence souvent à la naissance. C'est pour cela qu'il ne faut jamais oublier de redonner. Redonner pour recréer du facteur chance pour ceux qui ne l'ont pas eu. Je sais que tu penses comme moi. J'étais surpris car avec Jean-Michel, on parlait beaucoup de chiffres. Mais donc, mes opinions personnelles, j'étais assez surpris. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ça le plus important. Avec le recul, j'ai réalisé qu'il ne faisait pas que le dire, Jean-Michel. Je l'ai vu le pratiquer. D'abord par son engagement pour l'enseignement. Il disait souvent que cela prenait un temps considérable pour une modeste rémunération au regard de ce qu'il pourrait gagner ailleurs. Ceux qui étaient présents à Brognard en septembre pour la cérémonie ont découvert par la voix de ses étudiants à quel point il redonnait par la transmission. Par le savoir, bien sûr, ses méthodes toutes personnelles, mais aussi par son activisme discret pour aider ses étudiants à trouver des stages, des premiers emplois. Le respect et l'admiration s'imposent. Comme Jean-Michel, je vais vous livrer quelque chose de plus personnel. Donc j'ai rejoint l'ILB en 2018. Les 2 premières années de l'ILB, j'étais très malade. J'étais vraiment diminué. Mon médecin parlait de maladie invalidante. Donc j'ai séjourné beaucoup à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de maladies, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important va venir. Un jour, je me rappelle, c'était assez pluvieux, mais je me suis dit, il faut quand même que je sorte prendre l'air et marcher un peu. Une question me hantait. Combien de temps encore l'ILB allait me garder? Croyez-le ou pas, à ce moment précis, le téléphone sonne et c'était Jean-Michel. Les salam alek avec Jean-Michel, vous savez, c'était pas trop sa façon de faire. Donc d'entrée de jeu, il me dit, Mourad, on ne peut pas continuer comme ça. Hôpital, tu reviens. Hôpital, encore quelques jours. Hôpital. Et là, autant vous dire, je n'étais pas bien du tout. Je me suis dit, ok,
Le couperet va tomber, et c'est maintenant. Et puis il enchaîne. J'ai bien réfléchi. Prends les 6 prochains mois. Tu assures le strict minimum. Et tu profites de ce temps pour te remettre pour de bon. Évidemment, tu gardes ta rémunération. Aujourd'hui encore, j'ai envie de pleurer tellement ça m'a touché. À ce jour, c'est la seule personne qui ait fait ça pour moi dans le monde entier. Et je suis certain que je n'étais pas le seul à avoir bénéficié de sa grandeur d'âme. Mais également, donc Jean-Michel était un grand homme, la preuve, mais c'est également un très grand homme de cœur. Merci beaucoup pour votre patience. J'appelle Nicolette Caroui, que tout le monde connaît, mais je dois dire une chose que tout le monde ne sait peut-être pas forcément, c'est qu'elle vient de recevoir la médaille d'excellence de l'Académie des sciences, je ne me trompe pas, au titre des mathématiques appliquées. Voilà. Ce que vous ne savez pas non plus, c'est que si un jour j'ai fait de la finance, en fait, c'est grâce à André. Parce qu'il y a très longtemps, j'ai cherché à faire un semestre sabbatique dans une entreprise. On pouvait le faire quand on était à l'université. Et par le biais d'amis, j'ai demandé indirectement à André s'il voyait où je pouvais aller. Et il m'a poussé à aller à la compagnie bancaire. Donc on ne faisait pas des browniens et des choses comme ça, mais ça a été mon premier contact avec la finance. Et après ce moment-là, je ne l'ai plus quitté. Tu peux y aller, merci. Allez. Ah oui. Ah oui, merci. Bonjour à tous. En fait, c'est un peu compliqué pour moi, évidemment, de parler aujourd'hui. D'abord parce que, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui a eu beaucoup de relations très personnelles et très intimes avec Jean-Michel, en fait. Et donc, je vais remonter un peu dans l'histoire, donc nécessité oblige d'une certaine manière, pour parler un petit peu plus de la création de l'ILB et de son lien avec les fondations, qui me paraît une chose importante, et de voir aussi comment, du coup, Jean-Michel a dynamisé tout ça. Mais on ne partait pas complètement de zéro. Donc, je suis ravie de participer à cet hommage à Jean-Michel. Les trucs les plus personnels qu'on a pu avoir, c'est de prendre des petits déjeuners ensemble de temps en temps, et essentiellement, on parlait de nos grandes familles, qui étaient... auquel il tenait beaucoup, et moi aussi, pour qui c'était extrêmement important. Et donc, je le vois comme le grand animateur, au sens un peu médiatique et autre, de l'Institut Louis Bachelier, dont on n'arrête pas de parler. Et d'une certaine manière, c'est depuis 2009, et quand même trouver quelqu'un de plus dynamique dans toutes les directions, en un certain sens, ça me paraît complètement impossible. Et donc... Bon, alors certains doivent savoir que j'ai beaucoup travaillé sur les équations différentielles backward, rétrograde, donc ça me paraissait ici important d'avoir un petit regard en arrière sur la situation de la finance en France et comment quelqu'un comme moi, qui était une académique pure et dure, ait pu m'intéresser et monter un master qui a bien marché. Donc, en 2006-2008, qu'est-ce qu'il y a de fondamental? C'est la crise. D'accord? Et le contexte de l'ILB est créé en 2008, donc il se crée à la suite de la crise. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est créé? Il y a la Fondation du risque, et je reviendrai un peu dessus, qui est créée dans le but d'héberger des chaires de recherche sur les risques,
entre académiques et professionnels. Et par exemple, nous avons eu, à l'époque j'étais à l'École Polytechnique, une chaire avec la Société Générale. En fait, c'est depuis 2005 qu'elle cherchait à financer de la recherche dans ce domaine, mais il fallait avoir des structures pour accueillir, notamment des fondations abritantes d'une certaine manière. Et donc ça avait pris un certain temps et la crise est arrivée entre-temps. Donc là, l'idée était d'avoir des chaires de recherche entre le milieu académique et le milieu professionnel, des chaires longues afin qu'on puisse éventuellement aborder de nouveaux sujets, puisque dans le monde académique, prendre un nouveau sujet, ça ne prend pas 15 jours. Et en particulier, la chaire risque financier, elle était pour une durée de 5 ans avec 3 cas euros par an pendant 5 ans, ce qui représentait une charge importante et nous a permis de faire énormément de choses puisqu'elle est toujours en vie. Et simultanément, donc, il y a l'Institut Europlace de Finance qui se crée, qui est aussi une chaire, mais dont la philosophie est assez différente, un peu en contrepartie de la Fondation du risque, de créer des choses avec plus proche du marché d'une certaine manière et avec une réactivité plus grande, donc des contrats plus courts et pour 3 ans. Voilà. Le statut de ces deux fondations, d'une certaine manière, sont toutes des fondations d'utilité publique, mais qui n'ont pas le même type de financement. La Fondation du risque a un capital qui n'est pas consomptible et donc les chaires sont financées au fur et à mesure et l'Institut Europlace, lui, fonctionne différemment, il doit se reformer chaque année. Et donc, avec la création de ces deux fondations, il y a un problème technique qui est comment faire fonctionner de manière opérationnelle ces fondations et faire en sorte qu'elles aient un certain rayonnement. Et c'est à cette occasion qu'on crée l'Institut Louis Bachelier, qui est d'abord un institut de gestion des chaires au point de départ. Et donc, ça a un soutien du Trésor, et l'un des buts, c'est de partir du potentiel des chaires et de créer une animation de la place à l'intérieur. Et donc, alors, toujours un peu de contexte. Moi, j'ai repéré que dans l'histoire de la finance que je connais, on fait que la finance des produits dérivés, donc c'est assez limité. Les périodes de 20 ans ont un très grand rôle, et donc, quelle est la première étape de cette structuration de la finance et de développement de la finance? C'est en 1986, donc 86-87, sont créés à Paris 2 marchés à terme, le MONEP, le MATIF, marché à terme des instruments financiers et marché à terme international de France, et le MONEP qui était le marché des options négociables de Paris. Donc ces marchés sont tout nouveaux, ce sont des marchés à terme sur lequel, qu'est-ce qu'un marché à terme? C'est un marché dans lequel on fixe aujourd'hui le prix de quelque chose qui se passera dans le futur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire fixer aujourd'hui? Et celui qui vend le contrat, il est exposé à un risque incompressible d'une certaine manière, du moins s'il ne peut pas faire quelque chose, puisque le prix fixé aujourd'hui pour dans 3 mois peut n'avoir rien à voir ou peu de choses à voir avec le prix réel de ce qui va se réaliser. Donc, fondamentalement, on a la forme du contrat dans 3 mois, on doit donner le prix aujourd'hui pour la manière dont ce contrat sera payé dans 3 mois. Donc, ça, c'est un risque structurel et c'est la raison pour laquelle, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut prédire le futur? Est-ce qu'il faut faire des modèles pour ça, etc.? C'est les grandes questions qui se posent au moment. Mais ça n'aurait aucun intérêt s'il n'y avait pas simultanément, parce qu'il y a beaucoup d'analogies entre ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qui se passe maintenant, s'il n'y avait pas simultanément ce qui peut paraître
ridicule aux 2 tiers des gens qui n'étaient pas nés à ce moment-là, la révolution informatique des PC. Et quand j'ai été à la compagnie bancaire faire des scores, on réservait des heures de calcul sur le gros IBM au sous-sol, et il fallait être bien avec l'informaticien, sinon il donnait les heures impossibles. Bon, et là, tout d'un coup, les PC deviennent accessibles, et la Société Générale décide que c'est un ingénieur qui va monter l'activité dans les produits dérivés avec cette nouvelle informatique. Donc, la révolution des PC en 1986-87, dans le monde de la banque, ça a été quelque chose de fulgurant et d'extrêmement important. Et du coup, les problèmes devenaient assez différents de ce qu'on faisait. Le marché était différent, les problèmes étaient différents. Et donc, ils ont commencé à avoir besoin de gens qui étaient différents. Et donc, les techniques habituelles de gestion de portefeuille, etc., n'avaient rien à voir avec la gestion de ces produits à terme. Et donc, il y avait un peu tout à créer, tout à refaire. Alors évidemment, ces marchés n'étaient pas issus de zéro, et donc il y avait les mêmes marchés aux États-Unis depuis 1973, mais ce qui était nouveau ici, c'est qu'il y avait cette nouvelle technologie, et donc il y a beaucoup d'incertains dans les marchés à terme, et donc les probabilités, les processus stochastiques, etc., étaient déjà la référence aux États-Unis, et donc avoir des méthodes de simulation et des choses de ce genre était un enjeu extraordinaire. Enfin, les PC, ça allait pas très vite parce que j'avais un stage de l'X qui a quand même mis un mois à pouvoir inverser la fonction de répartition de la loi normale avec les opérations plus ou moins divisées qu'il pouvait y avoir sur Excel à l'époque. Mais ça a évolué extrêmement important. Donc, en même temps, très vite, du coup, un peu par hasard, la jonction avec le monde académique s'est faite très rapidement, dès les années 90. D'une part parce que d'un point de vue académique, notamment au labo de Proba et à l'X et au Pont, etc., on avait beaucoup progressé sur l'optimisation stochastique, etc. Et donc la théorie était assez prête à la disposition, et donc il suffisait de faire la jonction. Et donc cette jonction s'est faite vers les années 90 avec la création du DEA de Proba, probabilité et finance, ou master probabilité et finance. Et à gauche, vous voyez, alors on ne voit pas très bien, mais c'est assez drôle parce que c'est en 2010, au moment des 10 ans du master, non, ou des 20 ans même, il y a une étudiante qui a fait faire des t-shirts à tout le monde avec un requin qui apprend la formule d'Ito. Et c'était écrit « Je survis, I survive au DEA El Karoui ». Il faut dire l'information était très dense et demandait beaucoup de travail à tout le monde. Bon, alors ça, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi cette question informatique est très importante? Eh bien, à gauche, vous voyez ce qu'on appelle la loi de Moore, qui est la vitesse de croissance de la puissance des ordinateurs. Et puis, à droite, c'est Emmanuel Gobet qui a fait le graphique. Et là, vous avez la croissance du notionnel investi dans les marchés de dérivés. Et vous voyez que les deux courbes sont strictement parallèles jusqu'en 2006. Et donc l'idée, à la même période ou même avant, donc les jonctions avec le monde académique, à l'X, il y a une équipe de recherche de maths financières qui se crée, il y a beaucoup de liens avec HEC, avec les grandes écoles, les ponts, où Nicolas Boulot développe des choses similaires. Et donc l'idée notamment, pour les établis l'ENSAE et Jean Berton qui est dans la salle vous parlera de tout ça beaucoup mieux que moi, l'idée est de créer une première plateforme, enfin de créer une fondation ou en tout cas une structure qui permettrait de rassembler tout ça et de dynamiser la recherche partenariale entre le monde académique et le monde professionnel. Et donc, les enjeux, les établissements concernés, c'était l'ENSAE, Dauphine, le Centre d'études actuarielles, l'École polytechnique. En dehors de Dauphine, vous voyez qu'il n'y a pas d'autres universités. Mais l'idée était donc de maintenir, comme maintenant, une approche multidisciplinaire pour les différents types de risques et surtout de faire travailler en sciences ensemble des gens de finance, économie,
à maths appliquées, assurance, sciences des données, etc. Et donc, par ailleurs, les établissements privés ont eu beaucoup d'intérêt pour ce genre de choses a priori, et donc il y avait SG, AXA, Obama, la GAF, SCORE, qui étaient déjà prêts à financer des chaires, mais ce qu'ils souhaitaient, c'est que, d'une part, il y ait une fondation qui soit créée pour faire ceci, et par ailleurs, parallèlement, en même temps, la Place de Paris crée une fondation, l'Institut Europlace de Finance, avec des projets moins académiques d'une certaine manière, et donc l'Institut Bachelier est créé pour aider à gérer ces deux fondations en 2008, au même moment. Et bon, finalement, les missions sont de faciliter la gestion, le recrutement, mais aussi la mise en valeur des potentiels des chaires dans cette représentation-là. Donc l'ILB ne part pas de rien d'une certaine manière, puisqu'il y a toute cette structure dynamique qui est présente. Alors, juste, c'est parce que j'ai retrouvé les photos, donc ça, c'est une des photos d'organisation de la séance d'inauguration de la Fondation du Risque. Au tout premier rang, vous voyez, en uniforme, c'est le général d'école polytechnique. Et juste pour rire par derrière, ce que vous voyez, c'est Jean Berton qui est dans la salle et donc qui a présidé beaucoup toute cette activité, et un certain nombre de gens que vous pouvez regarder qui sont des porteurs de chaires, dont Eliès dans la représentation. Et donc, cet Institut Louis Bachelier est créé en 2008. Il est dirigé par d'abord quelqu'un qui est, j'ai oublié son nom, mais qui venait du ministère et qui était très compétent et efficace. Mais quand Jean-Michel a pris le relais, là, on est passé à l'ère supersonique, là. Tout d'un coup, les choses étaient en place bien doucement et bien calmement. Et là, il y a Jean-Michel. Et donc, les projets partent dans tous les sens. Pas dans tous les sens, excusez-moi. Dans toutes les directions, avec une cohérence très forte, etc. Première des choses, de créer le Forum du risque qui... Merci Marie, qui s'en occupe depuis des années, a très vite un grand succès, permet déjà de transmettre un petit peu ces messages de collaboration entre chercheurs, professionnels et autres. Il y a quand même une petite tension, entre guillemets, entre la Fondation du risque et l'Institut EIF de finance, parce que d'abord, à Euronext, il n'y a pas beaucoup de gens qui appréciaient tellement les marchés dérivés. Et beaucoup de gens trouvaient que c'était un peu trop académique à la Fondation du risque, il fallait être plus proche du marché. Mais bon, là-dessus, je ne suis pas complètement d'accord. Et donc, en même temps, grâce à lui, l'ILB apporte du soutien aux grandes thématiques du moment, la finance durable, finance responsable, le big data, sous différentes formes. Il crée des labs pour aider les chercheurs, et puis des tas de choses... qui fait que je ne connais pas. J'étais un peu surprise qu'on crée des labs à l'ILB parce que malgré tout, je n'ai jamais bien compris quel était le rôle exact de l'ILB. Donc maintenant, c'est plus clair, sans doute un vrai institut qui regroupe les fondations, etc. Mais au point de départ, c'était plutôt quelqu'un qui faisait la gestion des chaires et des contrats et des choses de ce genre. Dans cette évolution générale, ce qui s'est passé quand même, donc depuis 2009, là, la Fondation du risque existe déjà, les fondations existent. Elles sont quand même très actives, elles s'appuient sur des centres de recherche collaboratifs de grande qualité, mais à l'intérieur de l'ILB, les évolutions sont quand même un peu bizarres, parce qu'au fur et à mesure, pour gagner du temps, pour simplifier les conseils, etc. Les conseils des fondations, maintenant, ils ont lieu de manière groupée, en même temps que le conseil de l'ILB, d'une certaine manière. Mais il n'y a pratiquement plus de... On regarde les comptes, quoi, il n'y a plus tellement de spécificité de l'activité de chacune de ces fondations. Et donc, un peu tout est mis sur le même plan pour montrer que l'ILB est extrêmement actif. Les chaires, les initiatives de recherche, les chaires, c'est long, c'est 5 ans. Les initiatives de recherche, c'est 3 ans. La finalité, la vision, c'est pas les mêmes choses. Évidemment, les initiatives de recherche paraissent plus intéressantes au monde professionnel
Mais mon expérience, c'est que quand même, d'avoir des gens qui ont une bonne formation sur la manière de poser des problèmes, d'y réfléchir et de réfléchir sur le long terme, c'est des choses aussi très importantes qu'apporte la Fondation du risque. Et donc là, l'identité des fondations, pour moi, a beaucoup disparu dans la dynamique générale donnée par Jean-Michel. Bon, et peut-être qu'une des grandes choses sur lesquelles on peut penser, c'est qu'on n'a pas tiré parti suffisamment, parce qu'on parlait beaucoup de choses collaboratives, etc., mais ce qui s'est passé dans les fondations était très peu répercuté à l'intérieur de l'ILB. Et donc, mais si on regarde quand est-ce que l'Institut s'est créé, c'était donc, on peut dire, 10 ans après une révolution technologique et des PC et de la finance d'une certaine manière. On est au seuil, enfin on a même déjà dépassé depuis un moment sérieux des transformations aussi importantes. Et ce dynamisme, et même cet empiètement un petit peu de l'ILB par rapport aux chaires et tout, a eu quand même beaucoup d'aspects extrêmement positifs, parce que pour moi, grâce à Jean-Michel, il est vraiment prêt à être, ou il est déjà, je ne sais pas, cet institut initiateur et coordinateur de la transformation qu'on voit apparaître dans le monde de la finance et dans beaucoup d'autres choses. Donc sur la réflexion sur le nouveau paysage financier en grande évolution dû au big data, et il y a beaucoup de choses, à la révolution de la monnaie, à comment on doit penser le vrai, le faux dans cet univers. Et mais attention, c'est ce que j'évoque, enfin attention, je suis mal placée pour le dire, non, peut-être pas trop d'ailleurs. Contrairement à la tendance actuelle à l'ILB, où les mathématiques disparaissent de plus en plus, en fait, pas l'informatique, mais les mathématiques en tant que telles, à mon avis, tous ces nouveaux enjeux, ça sera vraiment en profitant de la collaboration potentielle et qui existe déjà grâce aux fondations de toutes les équipes qui gravissent autour de l'ILB, pour mener une réflexion très importante dans des directions extrêmement variées, puisque c'est franchement nécessaire, avec tous ces acteurs qui sont présents dans l'écosystème. Il faut plutôt faire fructifier l'écosystème qui maintenant s'est un peu éclaté dans des choses isolées. Alors pour moi, l'ILB n'est pas un centre de recherche, mais c'est un lieu d'initiative et de coordination de la recherche, et d'assurer la visibilité, le fonctionnement et un grand nombre de choses autour de ça, c'est ça extrêmement important. Et rien que d'avoir cet énoncé, ça n'est pas rien du tout. Quand on voit la taille de son écosystème, et profiter mieux de l'écosystème, c'est vraiment pour moi un des enjeux très importants pour percevoir ce qui se passe actuellement. Alors, bon, enfin ça c'est un petit baratin, mais Yves Meyer, j'aime bien son truc parce que en finance, tout le monde n'était pas d'accord pour qu'il y ait un peu de maths. On a été accusé de tous les méfaits, etc. En même temps, le master, alors je tiens toujours à le dire, au master, au premier trimestre, on fait des théorèmes et on les démontre. Au deuxième trimestre, on a des cours plus professionnels. À quoi ça sert de démontrer un théorème? Ça fait qu'on n'est pas dans la croyance, et c'est ce que dit Yves Meyer. Les maths, elles ont l'avantage de, si tu as bien cadré ce que tu es en train de faire, tu le mets à disposition de tout le monde et tout le monde peut vérifier si tes conséquences sont justes ou fausses. Si ça ne te plaît pas, c'est que le contexte de départ n'est pas le bon. Mais il y a une liberté, une information qui est donnée par la structure mathématique qui sont extrêmement importantes, et ça permet de clarifier l'univers sans penser qu'on a raison. C'est une première étape, mais ça aide énormément. Mais maintenant, on a un nombre de problèmes incalculables, notamment savoir qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est vrai dans le contexte du big data. Et donc, c'est très important que tout le monde ait un minimum de culture scientifique sérieuse et pas seulement informatique. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est très important que les femmes soient présentes. Elles ne sont pas si nombreuses que ça à l'ILB dans les équipes de recherche et influencent massivement cette évolution. Bon, ça c'est Yves Meyer. Mais voilà, j'aime beaucoup cette image dans laquelle Jean-Michel nous a quittés, mais en fait, il avait déjà lancé dans l'univers ou dans son univers proche
tellement de pétales à saisir, tellement de nouvelles idées, tellement de nouvelles choses, que il y a déjà un très grand nombre, et au moment de la cérémonie à son honneur, juste après son décès ici à l'ILB, au Palais Brognard, où les étudiants ont parlé, il y a un grand nombre des étudiants, et vive le métier de prof, parce que 40 ans ou 20 ans après, on voit des gens qui te disent « Ah, mais tu nous avais marqué, comme Mourad vient de nous le dire, pour tel ou tel nombre de choses. » Et donc, lui, tous ces pétales, ils sont dispersés, mais pas dispersés. Ils ont la marque Jean-Michel de manière extrêmement importante, et cette marque-là fait que tu peux rassembler les gens dans un esprit de bienveillance, de travail collaboratif, etc., qui est tout fait vital en ce moment. Donc, entre les étudiants, les chercheurs, les amis, etc., tous ceux que tu as effleurés de ton regard bienveillant, et ils sont très très nombreux, peuvent se mettre ensemble pour essayer de résoudre les challenges de ce nouveau paysage qui est très complexe, mais en même temps super intéressant à envisager. Donc merci Jean-Michel. Voilà. Merci Nicole. Une fois de plus, Nicole confirme son rôle essentiel dans notre groupe, qui est, que je résume en un mot, la vigilance bienveillante. J'ai oublié de dire que beaucoup de réunions... Et nous non, c'est ce que j'appelle la vigilance bienveillante. En tous les cas, je te rassure, on n'oublie pas les mathématiques. On n'en fait pas assez, d'accord ? Le point suivant, c'est l'intervenant suivant, c'est Bertrand Badré, que j'appelle, qui a une entreprise qui s'appelle... chaque fois, Blue like orange. Ben voilà, c'est tellement poétique que je l'oublie. Mais voilà. Et je te donne la parole. Merci. Président de Parc, j'ai simplement oublié l'essentiel. C'est à ce titre que je prends la parole aujourd'hui. Alors je suis un peu intimidé de prendre la parole après ceux qui m'ont précédé, qui connaissaient Jean-Michel depuis très longtemps, ce qui n'est pas mon cas, comme je vais le rappeler. Et je suis, comme ceux qui m'ont précédé, évidemment ému et submergé par un certain nombre de sentiments assez mêlés, en fait. Et surtout, j'ai une très grande joie, je crois que ça a été dit par d'autres. Jean-Michel avait une capacité assez extraordinaire de réunir et de fédérer. Et je crois que ce qui est là aujourd'hui, c'est probablement le plus beau témoignage qu'on puisse avoir, sa capacité à nous réunir et à nous fédérer. Alors, comme je le disais, moi j'ai fait sa connaissance assez récemment, même si sa réputation l'avait précédé, et faisant écho à ce que Nicole vient de dire, même si en tant que directeur financier de 2 établissements financiers, j'avais été sollicité pour financer les débuts de l'Institut Louis Bachelier. Donc nous avions eu affaire dans des circonstances plus administratives. Mais en regardant mon calendrier, en préparant ces quelques notes, je retrouvais la date de notre rencontre très précisément, il y a 5 ans, le 11 janvier 2021, à l'invitation de Didier et de Stéphane qui sont ici, et de Jean-Michel que je ne connaissais pas. Il m'avait proposé de venir les rencontrer au Palais Brognard, une première pour moi, pour discuter de ce qui n'était pas encore la Fondation Parc, Paris Agreement Research Commons, et en me demandant d'en prendre la présidence. Alors évidemment, ça a été déjà dit, impossible de dire non à Jean-Michel, quand il s'appuie sur 2 complices aussi convaincants que Didier et Stéphane. Nous étions pourtant en plein Covid, j'habitais encore aux États-Unis, même si je commençais à penser mon retour. Alors oui, j'ai dit oui à Parc, mais plus qu'à Parc, et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'ai dit oui à une amitié qui s'est développée sur un peu moins de 5 ans, mais qui s'est enracinée très vite, et je dois dire qu'il m'a pris par surprise. Je suis à un âge où je suis beaucoup plus réticent à devenir ami, vous voyez, c'est le vieillissement.
On était très vite d'accord sur les objectifs, et surtout, nous partagions, tous les deux, et même tous les quatre, et plus, le souci d'une finance qui avait trouvé quelques limites, d'une finance à réinventer, cette envie de changer un certain nombre de choses tout en étant réaliste. Ce n'était pas un monde de rêveurs. Moi, je suis un peu plus rêveur que les autres. C'est un monde sérieux. Nous avions aussi en commun ce goût de la montagne. J'ai grandi dans les Alpes. Cette envie de tracer des voies, cette envie d'ouvrir des chemins. Et donc, si ce soir, je suis évidemment ému, comme vous tous, triste aussi, mais je suis immensément reconnaissant. Immensément reconnaissant, et j'allais dire égoïstement reconnaissant, pour tout ce que Jean-Michel m'a donné, tout ce que j'ai reçu pendant ces presque 5 ans. Et pour moi, cet après-midi d'hommage, c'est d'abord l'occasion d'exprimer une gratitude. Gratitude pour un enthousiasme, gratitude pour une générosité, gratitude pour une capacité si particulière à partager, à engager, oserais-je même dire à évangéliser. Et je pourrais presque m'arrêter ici, d'arrêter sur ce merci porté par mon émotion. Émerveillé de voir tous ceux qui avant moi et tous ceux qui après moi, vous tous ici réunis, sont là pour parler de ces pétales que Nicole a poétiquement décrits pour conclure. Oui, je me sens redevable. Et plus que redevable, et comme vous tous, ça a été dit par Pierre-Louis au début, je me sens dépositaire de quelque chose. Dépositaire de ce quelque chose que Jean-Michel nous a transmis pour le faire fructifier. Oserais-je dire une dette durable, a sustainable liability, qui est aussi par magie devenue probablement notre plus extraordinaire sustainable asset. Vive la comptabilité en partie double. Alors oui, et Pierre-Louis l'a dit, l'aventure continue. C'est une aventure collective et elle doit continuer. Alors à titre personnel et avec tous ceux qui sont embarqués dans Parc, je m'engage à poursuivre notamment avec vous et notamment avec ceux qui portent Parc. Certains sont là ici aujourd'hui. Stéphane, bien sûr, mais aussi Jean, que j'ai vu, Natacha, nos vice-présidents, Pierre-Louis, qui préside le comité stratégique, et tous les membres du comité stratégique, je ne vais pas tous les citer ici, nos membres fondateurs, c'est important, la Direction générale du Trésor, l'ADEME, l'Institut des actuaires, le Sustainable Finance Observatory, la Fondation de l'École des Ponts et l'European Climate Foundation. Je crois que, collectivement, en portant cet engagement, et sans forcer la main de qui que ce soit, je me fais le porte-parole de tous pour dire que nous poursuivons et nous allons poursuivre dans la voie ouverte avec Jean-Michel. C'est dans ces mêmes lieux, il y a bientôt 2 ans, le 26 février 2024, que je prenais la parole avec là aussi beaucoup de ceux qui sont ici présents, beaucoup de ceux qui nous ont accompagnés pour Parc. Il y avait alors, en février 2024, quelques nuages dans le ciel. Mais rappelons-nous, le ciel était encore bleu pour les sujets qui étaient les nôtres. Depuis, permettez-moi ce mauvais jeu de mots, il y a eu un vrai climate change. Je m'en suis fait l'écho avec d'autres le jour du 10e anniversaire des Accords de Paris, à l'événement que nous avions organisé avec Parc à cette occasion. J'y reviendrai un peu plus tard. À ce stade, il suffit de dire que malgré les vents adverses, il nous faut garder le cap. Garder le cap, cela dit, vous le savez autant que moi, ce n'est pas nécessairement tracer une ligne droite. En mer, on doit savoir tirer des bords. En montagne, il faut savoir prendre des lacets, sans jamais perdre le cap de vue. C'est la grande leçon que je retiens de toi, cher Jean-Michel. Persévérance et adaptation, rigueur et pragmatisme, académique et pratique. Je ferai mien les mots de Jean Monnet, à qui on demandait s'il était optimiste ou pessimiste, et qui disait « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé ». Et donc, soyons déterminés, tout en restant concentrés sur les objectifs qui avaient été posés en janvier 2021, dans cette première réunion de temps de Covid. Objectifs que nous avons depuis précisés, que nous avons confirmés, et que nous avons, d'une certaine manière, officialisés en février, il y a 2 ans. Il s'agit de démontrer le rôle de la finance durable comme réponse incontestable, et je parle à des scientifiques, au double défi du changement climatique et du développement durable. Incontestable est bien le mot. Il ne s'agit pas, en faisant de la finance durable, d'une posture de confort. Il ne s'agit pas de servir ou de satisfaire un effet de mode.
de faire du marketing, de faire plaisir. J'avais dit une fois, interrogé par une journaliste américaine qui me cherchait un peu, qu'il ne fallait pas confondre Climate Week et Fashion Week. Nous en sommes évidemment conscients dans cette salle. Non seulement conscients, mais convaincus. Car il y a plus que de la rigueur scientifique derrière notre engagement. Il y a de la passion. Il y a une forme d'engagement personnel derrière le temps et l'énergie que nous consacrons à promouvoir la finance durable. Mais cet engagement, cette conviction, cette passion ne suffit pas. C'est pourquoi, au commencement de Parc, il y a le souci de produire de la recherche des données orientées, process, solutions, risques, impact et action. Au commencement, je l'ai dit, était le sérieux, le souci de s'enraciner. Même si, reconnaissons-le, depuis 2021, cette approche sérieuse, l'idée d'être incontestable, est malheureusement de plus en plus contestée dans le vaste monde. Alors cela suppose naturellement de défendre encore et toujours des approches scientifiques et académiques rigoureuses, robustes et légitimes dans l'élaboration des méthodes et des outils utilisés par les praticiens de la finance durable. Nous touchons là d'ailleurs à une dimension native de notre fondation. Elle fait travailler ensemble le monde économique et les praticiens publics et privés. À une époque où chacun tente à se replier sur sa ligne de nage, nous sommes par nature coopératifs et nous retrouvons là les principes fondateurs de l'ILB. De même, retrouvons là ces principes fondateurs, nous sommes par nature pluridisciplinaires et interdisciplinaires. C'est bien un écosystème de recherche appliquée que nous voulons développer. Il s'agit de verdir la recherche quantitative, en finance, en mathématiques, en data science, en IA, etc., en y intégrant le plus explicitement possible climat, environnement et durabilité, et en mobilisant un nombre croissant de disciplines et de laboratoires. Je veux notamment ici souligner le rôle essentiel du conseil scientifique et de son président, Pierre-Louis, qui a introduit nos débats aujourd'hui, et le soutien apporté par Peter Tankoff. J'aimerais ajouter à titre personnel une petite remarque. Je me lève chaque fois que je peux contre la tentation de bâtir une finance durable de niche. Admettons en creux qu'il y aurait deux types de finances, une finance durable et une finance non durable, une finance utile et une finance inutile, une finance verte et une finance marron, etc. D'une certaine manière, cautionner l'idée qu'il puisse y avoir une finance durable, résiduelle, qui nous ferait nous sentir bien, nous permettant de lui allouer une partie de nos actifs, comme on donne à la quête ou à une ONG pour se sentir mieux. Je pense que nous devons garder comme ambition ultime, et c'est une conversation que j'ai souvent eue avec Jean-Michel, nous devons garder comme ambition ultime de faire de toute la finance une finance durable. Et c'est par notamment des travaux comme les nôtres que nous y arriverons. Si au-delà d'un sourire engageant, au-delà de la force de sa voix, la voix de Jean-Michel, au-delà de sa force de conviction, il y a une raison pour laquelle j'ai dit oui il y a 5 ans, c'est celle-là. Faire de toute la finance une finance durable. En écho à ce livre un peu provocateur que j'avais écrit un peu avant, Can Finance Save the World? C'est à Parc, à l'ILB et avec tous les gens ici que nous pouvons travailler à donner un début de réponse positive à cette question. Donc oui, bien sûr, on peut dire que la Fondation Parc, c'est un ILB green que nous construisons. Un ILB vert. La formule est un peu facile, elle marche quand on a 3 secondes dans un ascenseur. Et c'est vrai, comme à l'ILB, nous émulons et structurons un réseau de chercheurs et de praticiens pour favoriser coopération, interopérabilité, innovation méthodologique. Je pourrais citer un certain nombre de nos travaux pour apporter de l'eau à ce moulin, notamment les travaux qu'on a menés sur les méthodes d'alignement de la finance à l'accord de Paris, le Cookbook, ou les travaux en cours sur les méthodes d'évaluation de l'impact des risques. Nous mettons un accent et une priorité forte sur le développement des plateformes de données ISG. Là aussi, l'objectif est simple et multiple. En favoriser l'accès, favoriser l'interopérabilité, favoriser un usage varié. Et évidemment, en intégrant un environnement IA qui constitue une priorité forte à laquelle nous ne pouvons pas nous refuser. Cette priorité en entraîne une autre, qui est la question de la souveraineté des données. Je pense qu'il n'est pas besoin dans cette salle de vous convaincre que cette souveraineté des données est une clé pour l'indépendance de notre recherche en général et notre recherche sur la finance durable et le climat en particulier. Bref, nous avons créé, à temps, quand on voit les événements extérieurs, un outil français qui mobilise des capacités françaises, mais qui est ouvert à l'Europe, au moment où toutes ces questions prennent de l'ampleur.
Et je crois que Jean-Michel avait pressenti ces évolutions. IA, data, interdisciplinarité. C'est une joie et une fierté d'avoir maintenant, avec cette fondation, un lieu et une institution adaptés à ce nouveau chapitre de la finance et de la finance durable. Un chapitre que malheureusement nous écrivons en environnement adverse depuis quelques mois. C'est ce que je rappelais, je faisais écho en introduction, dans mon propos le 12 décembre dernier, pour l'événement consacré à l'anniversaire des accords de Paris. Quand nous avons signé les accords de Paris en décembre 2015, nous ne pensions pas que nous les célébrions sous de tels auspices en 2025, que nous célébrions notre anniversaire sous de tels auspices en 2025. Et effectivement, 6 mois après Paris, le Brexit, 1 an après Trump 1, 18 mois après le 19e congrès du Parti communiste chinois, puis le Covid, l'Ukraine, etc. Puis maintenant, ça s'accélère tellement que j'arrête de faire la liste. Au moment où nous avons le plus besoin de travailler sur notre système économique et financier, nous sommes en train de détruire le garage. Nous sommes en train de détruire le garage qui nous permettrait de réparer le moteur. Alors évidemment, le découragement peut nous guetter. Mais restons, je l'ai dit, déterminés. Nous avons compris un certain nombre de choses depuis 10 ans, et nous en sommes les témoins dans cette salle. Nous avons compris que nous n'y arriverons pas tout seuls, que nous y arriverons ensemble. La science comme les entreprises sont rentrées dans la salle des négociations. Nous avons appris qu'il n'était pas idiot de parler d'argent, et pas seulement d'objectifs. Nous avons compris que l'approche devait être holistique et systémique, pas par tranche. Nous avons quand même fait quelques progrès. On était à plus 4 degrés, nous sommes passés à plus 2,5 degrés. Et surtout, on ne peut plus dire « on ne sait pas, on ne peut pas ». Et on a bien compris qu'au fond, ce qui était en jeu, c'est notre operating system, ces fameux modèles, ces fameux principes qui nous guident. Alors bien sûr, ça se crispe, bien sûr, ça se tend. Mais notre détermination est la même et dans tous les cas, elle est renforcée. Nous avons les moyens financiers. Nous avons les solutions, nous avons les plans, nous savons ce qu'il faut faire pour modifier nos modèles. Nous avons des gens qui cherchent et des gens qui trouvent. Beaucoup plus de gens qui cherchent et donc par construction beaucoup plus de gens qui trouvent. À Parc et grâce à Jean-Michel, nous agissons à notre niveau et nous faisons en sorte que tout cela progresse parce que l'héritage de Jean-Michel, comme je l'ai dit, nous oblige. Et je me permettrai juste de conclure avec une anecdote que j'ai partagée en conclusion aussi de la célébration des 10 ans des accords de Paris. Il y a 40 ans, Ronald Reagan rencontrait Mikhaïl Gorbatchev pour la première fois. On était comme aujourd'hui à un moment de grande tension entre les puissances. Euromissiles, guerre des étoiles. La réunion à Genève se passe extrêmement mal. Reagan, pris d'une inspiration, dit à Gorbatchev « Écoute, on va se parler tous les deux, sans personne. » Ils partent pendant 2 heures avec leurs interprètes et jusqu'il y a quelques années, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, tous les deux. Jusqu'à ce que Gorbatchev, un peu avant sa mort, dans une interview à la télévision américaine, dise « Vous savez, en fait, Reagan m'a dit, si l'Union soviétique était attaquée par des extraterrestres, non, si l'Amérique était attaquée par des extraterrestres, est-ce que l'Union soviétique viendrait à notre défense ?» Ben oui, évidemment. Et si l'Union soviétique était attaquée, est-ce que les États-Unis viendraient à notre défense? Ben oui, évidemment. Prenons conscience de quelque chose de plus grand, quelque chose qui tenait à notre espèce, à notre habitat, nous occuper. Ils ont commencé à parler sérieusement, à signer des traités, etc. Ben, je pense que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est notre capacité à contribuer, à faire prendre conscience à tous qu'il y a quelque chose de plus grand que nos destins individuels ou d'État, et que ce destin, c'est nous-mêmes sur notre planète. Je vous remercie. Merci Bertrand, et merci pour ces paroles réalistes, j'allais dire optimistes, non réalistes. Et je reprends un mot qu'a utilisé Nicole. L'Institut Louis Bachelier, ce n'est pas simplement un institut, c'est un écosystème. Et cet écosystème est très robuste, très résistant. Et je pense qu'en matière de finances durables, notamment, en matière de réaction, préparation, lutte contre le réchauffement climatique, réflexion sur les conséquences, nous sommes bien partis. Nous sommes bien partis et ce sera un de nos points forts, je crois, sur lequel nous allons continuer dans la tradition de ce qu'avait lancé Jean-Michel avec ton aide et de quelques autres. Merci. On fait une pause. On a prévu que ça redémarre à 5h15. 17h15, oui, c'est bien ça, oui.
Et soyez gentils d'être là à 5 heures, parce que le temps que tout le monde s'installe, etc., ça pourra vraiment démarrer à 5h15. Les interventions qui suivent, vous en avez la liste. Il y aura, ça fera plaisir à Nicole, il y aura plus de mathématiques encore. Mais de toute façon, il y a une intervention de Philippe Aguillon qui est prévue par, non pas par vidéo, mais à distance, en visio, pardon, c'est le mot que je cherchais. Voilà, merci. À côté, c'est libre et on se retrouve ici.